La fin d'un contrat de travail, ça ne se passe pas toujours comme prévu, parfois ça se termine sur un conflit. Et là, avant de penser à une longue et coûteuse bataille au prud'homme, il y a une autre option, la transaction. On va décortiquer ça ensemble, voir ce que c'est, comment ça marche et pourquoi c'est une alternative vraiment intéressante. Allez, on se met en situation. Le contrat est rompu, un désaccord s'installe. Le premier réflexe, c'est souvent de penser prud'homme. Mais est-ce que c'est vraiment la seule voie possible ? On sait tous qu'une procédure judiciaire, ça peut être long, ça coûte cher, et puis le résultat, il est jamais garanti. Heureusement, ce n'est pas la seule option sur la table. Et cette solution, c'est la transaction. En gros, c'est un contrat, un accord écrit et privé qui permet de mettre un point final à un conflit qui est né après la rupture. Le deal, c'est quoi ? Le salarié renonce à aller en justice et en échange, l'employeur lui verse une somme d'argent, la fameuse indemnité transactionnelle. C'est un accord qui, bien mené, peut être gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais attention, cet accord gagnant-gagnant, c'est pas juste une simple poignée de main. La transaction, c'est un acte juridique très encadré, avec des conséquences bien réelles pour les deux parties. Donc c'est super important de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors là, un point crucial à bien avoir en tête. Il ne faut surtout pas confondre transaction et rupture conventionnelle. Vraiment, ce sont deux choses totalement différentes. La rupture conventionnelle, c'est une manière de se mettre d'accord pour mettre fin au contrat. La transaction, elle arrive après. La rupture a déjà eu lieu. Licenciement, démission, peu importe. Et un conflit est né de cette rupture. C'est une distinction fondamentale. Pour qu'une transaction soit en béton et qu'elle ferme pour de bon la porte à un procès, elle doit respecter des conditions très strictes. S'il en manque une seule, l'accord entier peut être annulé par un juge. Et c'est là que ça devient intéressant. Les juges, ils regardent ces accords à la loupe. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que personne n'a été forcé, que personne n'a été lésé et que l'accord est juste. Ces règles, ce ne sont donc pas juste de la paperasse. Voilà les 4 piliers. D'abord, une cause légale et un consentement libre et éclairé, donc sans aucune pression. Ensuite, il faut que les deux parties aient la capacité juridique de signer. Et surtout, le point essentiel, le cœur du réacteur, les concessions réciproques. Le salarié renonce à son action en justice et en face, l'employeur verse une indemnité qui n'est pas symbolique. C'est cet équilibre qui fait tout. Le timing aussi est absolument crucial. La règle d'or, posée par la justice, est très claire. On ne peut signer une transaction qu'une fois que la rupture du contrat est définitive. Par exemple, après avoir reçu la lettre de licenciement. Jamais avant. C'est une protection essentielle, surtout pour le salarié. Allez, on passe au nerf de la guerre, l'argent. Comment on calcule le montant de cette indemnité ? Et puis fiscalement, socialement, comment ça se passe ? C'est souvent là que les discussions deviennent sérieuses. En fait, il n'y a pas de formule magique. Le montant, c'est le résultat d'une négo qui prend en compte plein de choses. L'ancienneté, le salaire bien sûr, mais aussi la solidité du dossier si on allait au tribunal et l'importance du préjudice subi. Bref, chaque cas est vraiment unique. Alors comment on se guide dans cette négo ? Il existe une référence hyper importante, le barème indicatif des indemnités prud'homales, qu'on appelle souvent le barème Macron. Attention, ce n'est pas une obligation, mais ça donne une très bonne idée des sommes qu'un juge pourrait accorder. Du coup, ça sert de base de discussion pour trouver un terrain d'entente. Côté cotisation sociale, il y a une bonne nouvelle. Une partie de l'indemnité peut être exonérée. Le plafond est fixé à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, le fameux PASS. Pour donner un ordre d'idée, ça correspondait à 96 120 € pour 2026. C'est un avantage qui pèse lourd dans la balance. Et pour l'impôt sur le revenu, c'est encore plus intéressant. L'exonération peut monter jusqu'à 6 fois ce même plafond annuel, soit une somme très conséquente. La seule condition, c'est que l'indemnité vienne bien réparer un préjudice et que ce ne soit pas un complément de salaire déguisé. Vu la complexité de tout ça, juridique, financière, fiscale, on peut se poser une question simple. Est-ce qu'on peut se lancer là-dedans tout seul ? La réponse est assez claire. L'avocat n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour que tout soit bien sécurisé. Son boulot, on peut le voir en 3 grandes étapes stratégiques. D'abord, l'analyse. Il faut comprendre la situation. Ensuite, la négociation. Là, on défend les intérêts. Et enfin, la rédaction. C'est la phase où on verrouille tout. On regarde ça en détail. Tout commence par un diagnostic lucide. L'avocat va peser le pour et le contre, calculer ce qu'on pourrait espérer obtenir au prud'homme et bien sûr vérifier que toutes les conditions de validité sont là. C'est cette étape qui permet de négocier sur des bases saines et réalistes. Après l'analyse, place à la négo. Face à un employeur qui est souvent conseillé, l'avocat vient rééquilibrer les forces. Il va argumenter sur le montant, bien sûr, mais aussi sur d'autres clauses très importantes, comme la confidentialité ou le non-dénigrement. Des clauses qui protègent tout le monde pour l'avenir. Et on arrive à l'étape finale, la rédaction. Un accord mal rédigé, c'est une bombe à retardement. Le rôle de l'avocat, c'est de s'assurer que chaque mot est bien pesé, que l'accord est bétonné juridiquement pour qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise plus tard, ni fiscale, ni sociale.
C'est la garantie de tourner la page pour de bon. Finalement, choisir entre signer une transaction et aller au tribunal, c'est un choix stratégique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une analyse des avantages et des inconvénients par rapport à sa propre situation. Et ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices sont souvent partagés. Pour le salarié, c'est la rapidité, la certitude d'avoir une somme à la fin et la fin du stress. Pour l'employeur, c'est la maîtrise des coûts et la protection de son image de marque. Et pour les deux, un avantage énorme, la confidentialité. Un procès, c'est public. Une transaction, ça reste entre des parties. Pour finir, on va récapituler quelques conseils pratiques, des points de vigilance à garder en tête, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la table de négociation. Côté salarié, la règle d'or, c'est simple. Ne jamais se précipiter. C'est fondamental de se faire conseiller pour savoir ce qu'on peut demander, de prendre le temps de la réflexion et surtout de bien comprendre à quoi on renonce exactement en signant. Côté employeur, la priorité absolue, c'est la sécurité juridique. Un accord mal ficelé peut être annulé et hop, le conflit repart de plus belle. Il faut donc être ultra rigoureux sur le respect des conditions et bien réfléchir aux conséquences fiscales pour éviter un redressement. En conclusion, la transaction, c'est un outil vraiment puissant pour mettre fin à un litige. Mais sa vraie valeur, elle dépend de sa préparation. Un bon accord, c'est une porte qui se ferme définitivement sur un conflit. Un accord bâclé, c'est une porte qui reste juste entrouverte. La question, c'est donc de s'assurer que la sienne est bien verrouillée,